Les enquêtes en psychologie et en sciences sociales, elles s'appuient sur une tradition méthodologique solide. Tu peux notamment te référer à Goucha pour l'enquête en psychosociologie, à Giglione et Matalon pour les enquêtes sociologiques, et à Lorenzi Cioldi pour la méthodologie en sciences sociales. Sachant que pour l'introduction à la recherche par sondage, on va consulter Weisberg et Tourangeau pour la psychologie des réponses au sondage. Ces ouvrages montrent que derrière un simple questionnaire, il y a en fait tout un travail scientifique rigoureux. Les enquêtes, elles naissent au 19e siècle, d'abord sous forme d'enquêtes gouvernementales. Entre 1920 et 1945 se développent les premiers sondages d'opinion qui vont progressivement s'imposer comme un outil central d'analyse sociale. Et à partir des années 1950, l'introduction des échantillons probabilistes va transformer la pratique et un véritable marché de l'enquête se met en place. L'enquête telle que tu l'utilises en psychologie sociale, c'est une méthode d'interrogation verbale d'un certain nombre de personnes dans le but de recueillir des données quantitatives qu'on pourra généraliser à une population très large. Elle sert à étudier des attitudes, des préférences, des croyances, des prédictions, mais aussi des faits et des comportements. Pour que ces données elles soient valides, il faut que les questions elles soient construites et que les personnes interrogées elles soient correctement choisies. Imagine que tu veuilles étudier les opinions sur l'avortement chez les catholiques. Tu ne peux pas te contenter de demander « es-tu pour ou contre ?» Il faut d'abord que tu définisses précisément ce que tu veux mesurer, puis formuler des questions adaptées et surtout t'assurer que les personnes interrogées elles représentent bien la population des catholiques que tu vises. Avant de poser la moindre question, tu commences par une analyse bibliographique et documentaire. Cette étape, elle te permet de délimiter ton champ d'étude, de voir ce qui a déjà été fait et d'en tirer des hypothèses précises. Par exemple, tu travailles sur les opinions à l'égard de l'avortement chez les catholiques. Tu vas lire des travaux théoriques, des enquêtes déjà réalisées, et tu vas transformer ces idées générales en variables observables. Et puis ensuite, tu passes par une pré-enquête qui sert de pont entre les constructions théoriques et les faits concrets. Cette pré-enquête, elle repose sur des observations et des entretiens et elle te fournit des informations précieuses pour améliorer la forme et le fond de ton futur questionnaire. Elle te permet aussi de reformuler tes hypothèses si nécessaire et se termine par l'élaboration, la passation et l'analyse d'un pré-questionnaire. Tu peux par exemple commencer par quelques entretiens semi-directifs avec des personnes catholiques sur leur rapport à la religion et à leur famille par exemple. Et puis tester un petit questionnaire auprès d'un groupe restreint. En observant leurs réactions, leur incompréhension ou leurs hésitations, tu vas ajuster tes questions avant de lancer l'enquête définitive. Parce qu'une fois la phase préparatoire achevée, l'enquête définitive va reposer sur une collecte systématique des données, un échantillonnage rigoureux, un test de validité et de la fidélité du questionnaire, ainsi qu'un traitement statistique des réponses évidemment. Et à chaque étape, il faut que tout soit pensé à l'avance pour que les résultats soient interprétables. Si tu mets une enquête nationale sur les pratiques de consommation, tu vas par exemple définir ton échantillon. Administrer ton questionnaire à toutes les personnes sélectionnées, vérifier que tes questions mesurent bien ce qu'elles sont censées mesurer, et puis analyser les données avec des outils statistiques adaptés. L'échantillonnage, il consiste à choisir une partie des individus d'une population pour étudier leurs caractéristiques, dans l'idée que ce sous-groupe reflète la population entière. Pour que tes conclusions elles soient valables, ton échantillon il doit être représentatif de la population parente, c'est-à-dire qu'il doit en reproduire les grandes caractéristiques. Si tu veux connaître les attitudes des étudiants d'une université, tu ne peux pas te contenter d'interroger uniquement tes amis de licence en psychologie. Tu dois t'assurer que ton échantillon inclut des étudiants de différentes filières, de différentes années d'études, différentes origines sociales. Tout ça pour ne pas biaiser tes résultats.
Pour les échantillons probabilistes, la taille de l'échantillon, elle se calcule en fonction de la population attendue dans la population. On nomme ça P grand O. Ça va aussi dépendre de la taille de l'échantillon, qu'on appelle grand N, et de la précision souhaitée, qu'on appelle grand E. Mais tu dois toujours garder en tête le rapport entre le coût de l'enquête et la précision statistique. Au-delà d'environ 3000 personnes, le gain de précision devient très faible par rapport à l'augmentation du coût. Si tu fais un sondage électoral, interroger 1000 personnes te donnera déjà une bonne estimation, avec une marge d'erreur qui est raisonnable. Et donc passer à 5000 personnes, ça ne va pas diviser ta marge d'erreur par 5. Alors que le coût, lui, va être multiplié plusieurs fois. On distingue deux grandes familles d'échantillonnage. D'un côté, les échantillons probabilistes, qui reposent sur le hasard, donc échantillonnage aléatoire simple, stratifié par graphe, à plusieurs degrés par exemple. De l'autre, les échantillons non probabilistes, qui ne reposent pas sur un tirage aléatoire, par exemple échantillonnage par quota, par panel ou échantillon mixte. Si tu veux faire une enquête très rigoureuse sur le plan scientifique, tu privilégieras un échantillon probabiliste. Si tu travailles dans un contexte plus contraint, par exemple une enquête rapide pour ton entreprise, tu utiliseras plus facilement un échantillon par quota. L'échantillonnage aléatoire simple, il consiste à établir une base de sondage, à numéroter toutes les unités de cette base, à choisir un taux de sondage petit n, puis à tirer au hasard sans remise n numéros. En fait, cette méthode, elle est très propre sur le plan statistique, mais elle est coûteuse et elle nécessite souvent un échantillon de grande taille. Exemple, si tu as la liste complète des étudiants d'une université, tu peux attribuer un numéro à chacun, puis utiliser un générateur de nombres aléatoires pour sélectionner ceux que tu vas interroger. Tu auras alors un échantillon simple aléatoire. Mais il te faudra du temps et des moyens pour contacter tout le monde. L'échantillonnage stratifié, il consiste à découper la population en strates homogènes, par exemple leur âge, leur région, et puis à tirer aléatoirement un échantillon dans cette strate en proportion de la taille de cette strate dans la population. Cette méthode, en fait, elle permet de mieux représenter certains sous-groupes. Si tu veux être sûr de bien représenter les hommes et les femmes, par exemple, les jeunes et les plus âgés, tu peux décider de tirer 50% d'hommes et 50% de femmes, puis à l'intérieur de chaque personne, donc les hommes et les femmes, de répartir les âges selon, par exemple, leur poids réel dans la population. L'échantillonnage par grappe, lui, va consister à diviser la population en groupes, donc en grappes. Et puis, à tirer au hasard un certain nombre de ces groupes et à interroger toutes les personnes qui s'y trouvent. Cette méthode, elle est souvent utilisée quand tu as une situation où c'est difficile d'avoir une liste complète d'individus, mais c'est facile d'identifier des groupes. Si tu veux interroger des élèves dans un pays entier, tu peux tirer au sort des écoles, donc ça va être les grappes, puis interroger tous les élèves de ces écoles, plutôt que de tirer au sort les élèves dans tout le pays un à un. L'échantillonnage à plusieurs degrés, il part souvent d'un échantillonnage par grappe, puis il affine progressivement. Tu tires d'abord des unités primaires, donc on appelle ça U, donc par exemple des unités urbaines, et des unités secondaires, donc US, comme des communes. Ensuite, tu fais des unités tertiaires, donc UT, comme des quartiers, puis des blocs, qu'on avait nommés UQ. Et enfin, on redescend aux individus. Et en fait, à chaque degré, tu peux stratifier le nombre d'habitants, la région, les revenus, la zone géographique. Si tu réalises une enquête nationale sur les conditions de vie, tu peux d'abord sélectionner les régions, puis les villes, puis les quartiers, puis les rues, puis les ménages, en veillant à ce que chaque niveau reflète la diversité de la population. Passons maintenant aux échantillons non probabilistes. L'échantillonnage par quota consiste, lui, à construire un échantillon dont la structure est identique à celle de la population par an pour certaines variables. Par exemple, homme-femme, âge, catégorie socio-professionnelle, etc. Tu dois contrôler la structure de ton échantillon, soit par contrôle marginal, soit par contrôle croisé. Par exemple, tu peux décider que ton échantillon doit comporter 50% d'hommes et 50% de femmes, 30% de cadres et 70% d'ouvriers. Et tu peux alors utiliser un cadre croisé
ou un cadre marginal pour t'assurer que tu respectes ces proportions homme-femme, cadre ouvrier. Le contrôle croisé, il est théoriquement supérieur au contrôle marginal parce qu'il permet de contrôler simultanément plusieurs variables. Mais en principe, ça n'est pas toujours possible. En effet, il devient à un moment donné très difficile de trouver des individus correspondant à des combinaisons rares et caractéristiques. Si tu cherches par exemple des femmes âgées de plus de 60 ans, cadre supérieur vivant en zone rurale, eh ben tu risques de passer beaucoup de temps à les trouver, ce qui complique fortement le respect strict des quotas croisés. Pour obtenir des résultats précis, il est en principe nécessaire de sélectionner les individus de manière aléatoire. Cependant, dans les enquêtes par quota, les enquêteurs ils peuvent introduire des biais d'observation comme l'ont montré Rice, Heman et Rosenthal. Ces biais ils tiennent à la manière dont l'enquêteur choisit les personnes ou pose les questions. Si un enquêteur préfère interroger des personnes qui lui ressemblent ou qui lui paraissent plus sympathiques, il va fausser la composition de l'échantillon, même si les quotas semblent respectés sur le papier. Pour limiter ces biais, il est recommandé de faire varier l'origine des enquêteurs afin que leurs caractéristiques personnelles ne se cumulent pas dans un même sens. L'échantillonnage sur place est une variante de l'échantillonnage par quota qui tient compte non seulement des variables de contrôle classiques, mais aussi des lieux et des moments où on interroge les personnes. Si tu interroges des passants uniquement le matin dans un quartier d'affaires, tu risques de surreprésenter certaines catégories, notamment les cadres, et d'en exclure d'autres, par exemple les étudiants qui ont cours à ce moment-là. En variant les lieux et les horaires, tu vas réduire ce biais. Passons aux panels et aux échantillons mixtes. Les panels, c'est des échantillons suivis dans le temps basés sur une méthode probabiliste et particulièrement adaptée à l'étude des phénomènes en mouvement. Ils posent quand même le problème de la mortalité de l'échantillon et de son évolution au fil du temps, parce que certaines personnes quittent le panel ou changent de caractéristiques. Si tu suis un panel de consommateurs pendant 10 ans, il y en a certains qui vont déménager, d'autres qui vont refuser de continuer, d'autres encore qui changeront de situation familiale ou professionnelle, ce qui va modifier la composition de ton échantillon initial. Les échantillons mixtes combinent une partie choisie selon un principe probabiliste et une autre partie selon un principe empirique. Ils sont utilisés pour étudier des phénomènes en mouvement tout en tenant compte de certaines pratiques. Tu peux par exemple tirer au sort une partie de ton échantillon, puis compléter avec des personnes recrutées par quota pour atteindre certaines catégories qui sont difficiles à joindre par tirage aléatoire. Le problème avec l'échantillonnage, c'est que les échantillons non probabilistes, ils présentent toujours le risque de ne pas être vraiment représentatifs de la population parente. Même les échantillons probabilistes ne sont pas à l'abri de problèmes, notamment le non-recouvrement, les absences et les refus. Et le biais de non-recouvrement va apparaître lorsque l'échantillon prélevé ne reflète pas la population parente parce qu'une partie de cette population n'est pas accessible ou pas incluse dans la base de sondage. Si cette population non interrogée est importante et qu'elle aurait donné des réponses différentes, là ton biais peut être sérieux. Si tu fais une enquête téléphonique uniquement sur les lignes fixes, eh bien tu exclus toutes les personnes qui n'ont qu'un téléphone portable. Or, ces personnes peuvent être plus jeunes, plus mobiles ou avoir des opinions différentes, ce qui va te créer un biais de non-recouvrement. Les absences peuvent aussi modifier la composition de l'échantillon. Certaines personnes sont plus difficiles à joindre que d'autres et si tu ne tiens pas compte de ces absences, tu risques de surreprésenter certains profils. L'étude de Visser a montré qu'un taux de participation de 20% peut suffire pour un sondage électoral, alors qu'on pensait avant qu'il fallait atteindre 60%. Si tu appelles les gens en soirée pour un sondage électoral, tu risques de ne pas joindre ceux qui travaillent tard ou qui sortent beaucoup. Pourtant, si tu multiplies les tentatives et que tu corriges statistiquement, tu peux obtenir des résultats qui sont fiables, même avec un taux de réponse qui est relativement faible. Le refus, c'est un autre problème. Et certaines catégories refusent plus souvent de répondre, comme les travailleurs indépendants, les personnes âgées, les femmes au foyer ou encore les milieux intellectuels et politisés. Pour limiter ces refus, il est important de mettre en place des mesures préventives et de recruter des enquêteurs qui sont bien formés. Si tu présentes ton enquête de manière maladroite ou si tu rassures pas sur l'anonymat, tu risques de voir beaucoup de personnes raccrocher ou fermer la porte, ce qui va du coup déformer ton échantillon. L'avantage des échantillons probabilistes, c'est quand même qu'ils permettent de corriger, au moins en partie, les non-réponses et les absences. Tu peux prévoir un échantillon supplémentaire a priori,
utiliser une stratification a posteriori ou exploiter des similitudes entre répondants et non-répondants. Tu peux aussi appliquer des coefficients de redressement aux réponses que tu as obtenues. Si tu constates que les jeunes sont sous-représentés dans ton échantillon par rapport à leur poids réel dans les populations, eh bien tu peux leur attribuer un poids statistique plus élevé dans l'analyse pour rétablir l'équilibre. Les questions ouvertes laissent une liberté totale de réponse aux personnes interrogées. Elles vont te fournir un matériau très riche, mais leur dépouillement est long et la précision des comparaisons, elle peut être limitée. Le niveau d'éducation, le milieu et la classe sociale influencent fortement la manière de répondre. Le taux de non-réponse peut être élevé et certains thèmes indésirables seront jamais abordés spontanément. Si tu demandes « Qu'est-ce que tu penses de la politique actuelle de santé ?», certains vont écrire un long paragraphe argumenté, d'autres une phrase vague et d'autres encore répondront « Pas du tout », ce qui va du coup rendre la comparaison difficile. Les questions fermées et notamment les questions catégorielles, elles proposent, elles, des réponses possibles sous forme de catégories prédéfinies. Elles sont faciles à traiter statistiquement, mais elles peuvent suggérer des réponses qui ne seraient pas venues spontanément. Et elles indiquent implicitement des champs de réponse jugés acceptables. Pour limiter ces effets, il va être conseillé d'être exhaustif et d'éviter les catégories fourre-tout. Par exemple, si tu demandes quelle est ta source principale d'information, en proposant seulement télévision, radio, journaux, tu risques de forcer des personnes à choisir une catégorie qui ne leur correspond pas, alors qu'elles s'informent surtout par Instagram. Les questions à l'échelle graphique proposent une échelle de réponse sur laquelle la personne doit se positionner. Miller, il a montré que l'échantillon idéal il se situe entre 5 et 7 points et qu'il est utile de prévoir un point médian. Les ancrages verbaux, c'est-à-dire les libellés associés à chaque point de l'échelle, vont permettre de définir clairement tous les niveaux, d'assurer l'équivalence des termes et d'augmenter la satisfaction des répondants. Si tu demandes dans quelle mesure es-tu satisfait de tes études, avec une échelle de 1 à 7, tu peux ancrer les points par pas du tout satisfait, ni insatisfait, plutôt satisfait, très satisfait, qui va aider chacun à se situer précisément. Pour que ton questionnaire il soit compris par tous, la rédaction des questions, il faut qu'elle soit claire. Tu dois éviter les termes techniques, faire attention aux quantificateurs, souvent, rarement, beaucoup. Il faut que tu veilles à la signification précise des mots et à leur structure logique et aussi à ne jamais introduire deux idées dans une même question. C'est-à-dire que si tu écris « Es-tu satisfait de tes études et de ta vie sociale ?», tu poses en réalité deux questions en une. Une personne peut être satisfaite de ses études mais pas de sa vie sociale. Et dans ce cas-là, elle ne saura pas quoi répondre. Les questions biaisées sont celles qui orientent la réponse. Elles peuvent être influencées par la mention d'une personne prestigieuse, par la tendance à l'acquiescement, par des présupposés implicites, par des termes chargés affectivement, par des problèmes de mémoire, par la personnalisation des questions, par la désirabilité sociale, par la normalisation du comportement ou encore par l'augmentation artificielle de l'extrémité des réponses possibles. Pour en finir avec ces biais, il est essentiel de garder l'anonymat des réponses, par exemple en utilisant la technique de la réponse aléatoire ou de la méthode de l'enveloppe cachée. Si tu demandes, penses-tu, comme la plupart des experts, que patati patata, t'introduis une pression implicite à être d'accord avec les experts, parce que ce sont des experts. Et du coup, ça va pousser à l'acquiescement. Les techniques de détecteur de mensonges visent à vérifier la véracité des affirmations déclarées en introduisant des questions qui permettent de repérer les incohérences. Tu dois aussi tenir compte des effets de primauté et de récence, c'est-à-dire la tendance à privilégier les réponses situées au début ou à la fin d'une liste. Le cadre de référence dans lequel tu présentes la question influence aussi la réponse. Si tu proposes une échelle de fréquence allant de 1 fois par an à plus d'1 fois par mois, pour une irritation majeure, tu obtiendras pas les mêmes réponses que si tu proposais une échelle allant de plus d'1 fois par jour à 1 fois par mois, pour une irritation mineure. Le simple changement
d'échelle va modifier la perception de la fréquence. Et pour améliorer la qualité de tes mesures, il est recommandé d'utiliser des questions standards, c'est-à-dire des questions qui ont déjà été utilisées par d'autres enquêtes. Tu peux aussi poser plusieurs questions pour mesurer le même concept, en variant légèrement la formulation, donc c'est des modulations, des paraphrases, tout ça pour vérifier la cohérence des réponses. Et enfin, il est indispensable de pré-tester tes questions avant l'enquête définitive. Si tu veux mesurer le niveau de confiance dans les institutions, tu peux poser plusieurs questions proches comme « As-tu confiance dans le gouvernement? Penses-tu que les responsables politiques se préoccupent des gens comme toi? Estimes-tu que les décisions politiques sont prises de manière juste, etc. » Et tu vas vérifier si les réponses de ces différentes questions vont dans le même sens. La lisibilité du questionnaire, c'est un élément clé à la réussite de ton enquête. Tu commences souvent par des questions brise-glace, simples et non intrusives, pour susciter l'intérêt et mettre à l'aise la personne interrogée. Tu dois ensuite enchaîner les thèmes de manière logique en veillant à poser des questions qui sont pertinentes et compréhensibles. Le nombre de questions dépend fortement du lieu et du mode de passation. Si tu interroges des passants dans un lieu public, tu dois viser un questionnaire très court de l'ordre de 5 minutes. En milieu de travail, tu privilégieras un questionnaire bref, plutôt fermé. À domicile, en présence de l'enquêteur, tu peux aller jusqu'à 30-45 minutes. Et par voie postale, un questionnaire d'environ 4 pages est généralement acceptable. L'ordonnancement des questions, il peut introduire des biais. L'effet de halo correspond à une motivation, à la cohérence. Une réponse donnée à une question générale peut influencer les réponses aux questions plus particulières qui suivent. Cet effet est plus fort lorsque tu vas du général au particulier. Les effets de contexte, eux, sont plus marqués lorsque tu commences par des questions particulières pour aller vers des questions plus générales. Parce que les premières réponses servent de cadre d'interprétation aux suivantes. Et enfin, le questionnaire peut provoquer l'autogénération d'opinions, c'est-à-dire amener les personnes à formuler des opinions qu'elles n'avaient pas vraiment avant d'être interrogées. Si tu commences par demander « Es-tu satisfait de ta vie en général ?» puis que tu poses des questions sur ton travail, ta famille, tes loisirs, la première réponse, elle va te pousser à rester cohérent, même si certains domaines sont en réalité très différents. Et pour évaluer la qualité de ton questionnaire, tu dois t'intéresser à sa fidélité et à sa validité. Un questionnaire est fidèle lorsque les réponses sont stables et consistantes. Tu peux le vérifier par la méthode test-retest. Donc, faire passer le même questionnaire 2 fois à la même personne à un certain intervalle. Et par la mesure de la consistance interne, par exemple avec l'alpha de Cronbach, et la validité va se décliner en validité de contenu, donc le questionnaire couvre bien tous les aspects du concept, la validité de critères, donc les scores sont liés à un critère externe pertinent, et la validité de construit, c'est-à-dire que le questionnaire mesure bien le concept qui est théoriquement visé. Si tu construis une échelle d'anxiété, par exemple, tu vas vérifier que les items couvrent bien les différentes manifestations de l'anxiété, que les scores sont liés à des diagnostics cliniques ou à d'autres mesures d'anxiété, et que les réponses sont cohérentes entre elles. La méthode de pré-test, elle repose sur l'observation et le débriefing. Tu observes les réactions des personnes pendant qu'elles remplissent le questionnaire et tu leur demandes ensuite pourquoi elles ont froncé les sourcils, fait la grimace ou hésité. Tu peux aussi leur demander de remplir le questionnaire à haute voix en explicitant leur raisonnement au fur et à mesure. Si une personne elle s'arrête longuement sur une question et te dit ensuite « Ah, je ne savais pas si tu parlais de ma situation actuelle ou de ma situation passée », dans ce cas-là, tu sais que ta question elle manque de précision temporelle et il faudra la reformuler. La consigne de passation, elle est formalisée dans une lettre de mission qui joue un rôle essentiel en psychologie. Cette lettre, elle définit les engagements entre l'enquêteur et la personne interrogée. Elle précise les objectifs de la recherche, les conditions d'anonymat et de confidentialité, et elle contribue à améliorer la qualité des réponses. Elle sert aussi de guide et de cadre de référence pour l'enquêteur. Si tu envoies un questionnaire par courrier, sans expliquer qui tu es, pourquoi tu fais cette enquête, ni ce que tu vas faire des données, tu auras beaucoup moins de réponses, et celle que tu obtiendras risque d'être moins sincère.
Les conditions de passation, elles peuvent influencer les réponses. Il existe un effet de la distance, donc la proximité ou l'éloignement physique et social entre enquêteur et enquêté, un effet des attentes, c'est-à-dire que ce que l'enquête pense que l'enquêteur attend de lui, et un effet des rôles, c'est-à-dire la manière dont chacun se questionne dans la situation d'enquête. Les personnes interrogées peuvent chercher à maintenir un bon rapport avec l'enquêteur, à donner une image positive d'elles-mêmes, ou à profiter de l'enquête pour exprimer une doléance. Si tu interroges les patients à l'hôpital sur la qualité des soins, ils peuvent hésiter à critiquer le personnel par peur de nuire à la relation ou par désir de paraître reconnaissant, ce qui va fausser leur réponse. Pour contrôler le biais de désirabilité sociale, tu peux normaliser le comportement ou l'attitude indésirable dans la formulation de la question, de manière à faire comprendre que ce comportement n'est pas exceptionnel ni honteux. Tu peux aussi augmenter l'extrémité des réponses possibles pour permettre aux personnes de se situer plus facilement et surtout, il faudra que tu garantisses l'anonymat des réponses. En fait, si tu demandes, il arrive à beaucoup de gens de ne pas toujours dire la vérité à leur médecin. Est-il déjà arrivé de ne pas tout dire à ton médecin? Dans ce cas-là, tu normalises le comportement et tu facilites une réponse honnête. Le questionnaire, il peut être administré de plusieurs façons. Il peut être rempli en présence de l'enquêteur, laissé au domicile pour être complété plus tard, envoyé par courrier ou encore administré par téléphone. Chaque modalité a ses avantages et ses inconvénients en termes de compréhension des questions, des temps de réflexion, de coûts, de taux de refus et d'influence de la présence de l'enquêteur. Si tu es présent pendant que la personne répond, tu peux clarifier les questions en cas d'incompréhension. Mais ta simple présence peut aussi influencer les réponses, surtout sur des sujets sensibles. Si tu envoies le questionnaire par la poste, la personne a plus de temps pour réfléchir, mais tu risques davantage de non-réponse et tu ne peux pas contrôler qui remplit réellement le questionnaire. En choisissant la modalité de passation, tu dois donc toujours réfléchir à l'équilibre entre qualité des données, coût, accessibilité des personnes interrogées et risque de biais liés à la situation d'enquête.